Bellegarde, dans le Gard, une affaire exceptionnelle. Quand une petite fille est tuée, les regards se portent vers un récidiviste. Le tueur était pourtant un tout autre homme, un jeune habitant insoupçonnable, au casier judiciaire vierge. Océane avait 8 ans. Ce samedi soir, elle disparaît à quelques centaines de mètres de chez elle, alors qu'elle se rend chez des amis de ses parents. Dans ce petit village de Bellegarde, dans le Gard, des centaines de personnes se mettent à la recherche de la petite fille. On s'est tout de suite mobilisé parce qu'on pensait très rapidement qu'effectivement, on risquait d'être confronté à un prédateur sexuel. Le lendemain, le dimanche matin, Océane est retrouvée morte sur un chemin à la sortie du village. La fillette a été tuée après avoir été agressée sexuellement. On s'endort avec elle et on se réveille avec elle. Et après, bon, il y a tout qui travaille. On imagine la scène du crime, on imagine tout, quoi. Dans cette affaire, un suspect est immédiatement arrêté. Un homme au passé pédophile, un suspect presque idéal. Mais la vérité va révéler un tout autre meurtrier, au profil bien plus étonnant. Ce soir-là, au cœur de la petite Camargue, dans le village de Bellegarde, les habitants sont blottis chez eux. Il est un peu plus de 18h30, la nuit est déjà tombée. Seuls Erika et Jimmy Laforge s'agitent. Océane, leur petite fille de 8 ans, n'est toujours pas rentrée. 10 minutes plus tôt, elle a quitté la maison pour aller récupérer un jeu vidéo chez Pierre, un ami de son père. Jimmy s'inquiète, le père s'inquiète, il ne voit pas sa fille revenir, il n'y a que 300 mètres à faire, c'est une impasse. Il fait nuit, elle n'a pas de raison de traîner dehors, il pleut en plus. Fou d'inquiétude, Jimmy s'empresse d'aller voir Pierre. Mais quand il arrive, son ami est seul, attablé dans sa cuisine. Jimmy qui rentre, il est surpris de dire mais Océane n'est pas là quoi. Lui il dit non, je l'ai pas vu, je viens de rentrer, je mange un bout, je l'ai pas vu. Et là ils se sont regardés, d'après ce qu'il m'a dit, puis ils ont compris qu'il y avait un truc qui allait pas quoi. Et c'est de là qu'ils sont sortis de suite pour la chercher. Tous les deux refont le chemin de la petite fille. Ils arpentent les rues. Pierre habite tout près de la maison des parents d'Océane, à quelques rues seulement. Océane n'a pas pu se perdre. Elle vient souvent chez Pierre pour jouer avec ses filles. Elle connaît le chemin par cœur. Les voisins aident les parents à rechercher la petite fille parce qu'elle n'a pas pu se volatiliser sur 250 mètres. On ne la trouve pas. Donc ce soir-là, très rapidement, il y a une trentaine de personnes qui partent à sa recherche. Ils sont allés taper aux portes, ils ont fait bien sûr le parcours présumé d'Océane pour se rendre donc, de chez ses parents, de son domicile de ses parents, jusqu'au domicile de la famille à laquelle Océane aurait dû aller récupérer un jeu vidéo. Mais la petite fille est introuvable. Un quart d'heure après avoir commencé à fouiller les alentours, il donne l'alerte. L'un des amis du père d'Océane décide de prévenir les gendarmes. 1 heure après la disparition de la fillette, 40 gendarmes sont sur le pied de guerre. Dès 23 heures, ils sont 80. Ils cherchent partout dans le village et aux alentours. Ensuite, on a quadrillé tout le secteur, c'est-à-dire tout le village. La totalité du village a été visitée. Tous les abords directs du village ont été visités. Mais aucune trace d'Océane. L'angoisse terrible s'installe. Plus le temps s'allonge, j'allais dire, et plus la nuit avançant, on imagine bien sûr le pire. Sa famille en est certaine, Océane ne serait jamais partie comme ça, n'importe où, sans les prévenir. Elle s'éloignait pas, elle jamais se serait éloignée. Jamais. C'était une petite fille un petit peu craintive et qui donc n'avait pas un penchant naturel à partir avec telle ou telle personne. Les enquêteurs tentent de comprendre ce qui a pu se passer. Ils interrogent les parents pour obtenir un indice qui les mettrait sur la voie. Il faut reconstruire vraiment l'emploi du temps de la manière la plus précise possible, l'emploi du temps d'Océane
dans, je dirais, ces 2 heures, en gros, hein, on va dire entre 18h et 20h, qui est notre heure d'arrivée sur le village. Pierre, le voisin chez qui Océane se rendait, est lui aussi auditionné. Lui, justement, s'était absenté quelques minutes, parce qu'il avait quelques achats à faire, et donc il n'a pas croisé le chemin d'Océane. À 3h30 du matin, les gendarmes décident de suspendre les recherches pour reprendre des forces. Quand mon fils m'a appelé, m'a enlevé ma petite, je ne la reverrai plus. Il pleurait au téléphone. Hein. J'ai dit, attends, elle est peut-être chez une copine, ou je sais pas, on ne sait pas quoi penser, quoi. Les gendarmes reviennent dès le lendemain matin à 8h. Ils fouillent de nouveau tout le secteur avec des hélicoptères, des plongeurs, des chasseurs et des civils. Une grande partie des riverains s'est aussi mobilisée. Là, il y a 300 personnes quand même qui viennent se joindre aux 200 gendarmes. Et là, ils vont quadriller tout le secteur, la ville, le village, ils vont taper partout, chercher de partout. Nous sommes dimanche. Océane a disparu depuis la veille au soir. Sa photo est distribuée dans toute la région proche, mais toujours rien. En fin de matinée, vers 10h30, une promeneuse va faire une épouvantable découverte, à 3 km de Bellegarde. Le long d'une route départementale, hein, perpendiculaire à une route départementale, bordée d'une haie d'olivier et sous un olivier, elle trouve Océane allongée par terre sur le sol. J'ai entendu crier au niveau de la maison. Et je me suis, à ce moment-là, je ne vous cache pas, j'ai eu un frisson. Hein. J'ai eu un frisson et je me suis dit, ils l'ont retrouvée, elle est morte. L'attente et l'angoisse font place à l'horreur. Océane ne reviendra jamais. Au bord d'un chemin bordé d'oliviers, le corps d'Océane est là, inerte. L'une des jambes de son pantalon est baissée. Tout de suite, une question se pose. Océane a-t-elle été victime d'un crime sexuel? Les enquêteurs commencent donc par vérifier si quelqu'un dans les environs a un passé judiciaire lié à ce type d'agression. Et là, très vite, ils tombent sur un homme dont le profil correspond au suspect idéal. On se rend compte assez rapidement qu'une personne qui habite à proximité du lieu de l'enlèvement, à 200 mètres à peu près, 200-300 mètres, est quelqu'un qui est connu, qui a des antécédents judiciaires pour des infractions sexuelles commises sur mineurs de 15 ans, et qu'on ne sait pas très bien ce qu'il a pu faire ce soir-là. Cette personne est fichée aux délinquants sexuels. Il a été condamné dans les années 90 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour des viols sur des petits garçons, sur 3 petits garçons. Cet homme a écopé de 6 ans de prison. C'est un voisin d'Océane. Depuis 1 an et demi, il vit tout à côté de la petite fille. C'est un homme qui a 73 ans, hein, c'est un homme à la retraite, qui vit seul dans une petite maison du quartier. C'est un ancien professeur de sport, photographe à ses heures, mais très peu connu dans le quartier. Il ne sort pas beaucoup, très discret, on n'entend pas trop parler de lui. Voisin, déjà condamné, la coïncidence est plus que troublante. Le jour même de la découverte du corps de la petite fille, il est interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue. Le dimanche soir, en fait, l'interpellation du septuagénaire va permettre de calmer un petit peu les esprits, parce que le corps de la petite fille est découvert donc le dimanche matin à 10h30, et le soir, aux alentours de 19h, il y a une personne de Bellegarde qui est interpellée. En garde à vue, l'homme n'en démord pas, il n'y est pour rien. Il est innocent, mais il a un problème. Il n'a pas vraiment d'alibi. Ce monsieur, tout de suite, semble assez tranquille. Il n'a pas d'alibi pour la soirée du samedi. Néanmoins, il ne souhaite pas la présence d'un avocat. Il ne souhaite pas être visité par un médecin. Au fur et à mesure que l'audition se déroule, il nous explique de manière assez claire qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Il a toujours dit, c'était pas lui, il a rien vu, il sait rien. Il a passé, comme il pleuvait, il a passé la journée, comme d'habitude, à regarder la télé, mais qu'il n'en sait pas plus sur l'affaire en tout cas. Il a même déclaré qu'il s'attendait à ce qu'on vienne le chercher. Hein. Le suspect passe 24 heures en garde à vue, du dimanche au lundi.
Mais les gendarmes décident de le garder 24 heures supplémentaires en attendant les résultats des analyses ADN. Des analyses qui vont révéler si l'ADN de cet homme est bien le même que l'ADN masculin retrouvé sur le corps d'Océane. Le mardi, le résultat tombe. Il est surprenant. La personne qui était en garde à vue ne correspond pas au profil ADN qui est retrouvé sur certaines de ces prélèvements. Au vu des résultats comparatifs des ADN prélevés sur Océane et de l'ADN de la personne placée en garde à vue, que cette personne n'est pas l'auteur du meurtre d'Océane. Tous les éléments semblaient concorder. Et pourtant, le voisin au passé pédophile n'y est pour rien. Les gendarmes le relâchent le mardi en fin d'après-midi. Personne ne s'attendait à ça. L'enquête recommence à zéro. 4 jours après le meurtre d'Océane, le tueur reste introuvable. Mais quelques heures plus tard, un jeune homme se présente à la gendarmerie. À peine le retraité relâché, qu'une autre personne se présente à la gendarmerie de Bellegarde. Il s'agit d'un jeune homme, il est très perturbé, il fait aux enquêteurs une déclaration ahurissante. Il veut mettre les choses à plat et dire bon, je veux être clair, c'est peut-être moi, mais bon, je préfère être sûr que quand même que voilà. D'autant qu'il connaît Océane, hein, c'est un proche d'amis de la famille. Hein. Le jeune homme se présente donc comme le meurtrier potentiel d'Océane. Mais il ne l'affirme pas non plus. En fait, il ne sait pas vraiment s'il a tué la fillette. Devant les gendarmes, la première chose qu'il dit, c'est « j'ai un trou noir, je ne sais plus ce que j'ai fait ». Il a passé la journée de samedi à Nîmes. Qu'en fin d'après-midi, il a acheté un certain nombre de boissons alcoolisées qu'il a consommées dans son véhicule. Qu'ensuite, il ne se souvient plus de rien. Le jeune homme se serait réveillé le dimanche matin après une nuit alcoolisée sans se souvenir de ce qu'il avait fait la veille. La veille, c'est le soir où Océane a disparu. Et dans le doute, il souhaite qu'on prélève son ADN. Au fil des heures, les enquêteurs sont de plus en plus perplexes sur cette histoire de perte de mémoire. On va au fur et à mesure se rendre compte que il est de plus en plus imprécis, incertain, et que peut-être il va y avoir autre chose que ce simple trou noir. Ce jeune homme qui ne se souvient plus de rien habite à proximité de chez Océane. C'est un ami de Pierre, le voisin chez qui la petite fille se rendait le soir de sa disparition. Son nom, Nicolas, 25 ans, père de 3 enfants. Le mercredi, le lendemain de son arrivée, alors que les gendarmes tentent de savoir s'il peut s'agir du meurtrier, une marche blanche est organisée dans les rues de Bellegarde, une marche à la mémoire d'Océane. 3000 personnes sont venues autour des parents d'Océane, la famille et les amis. Nous voudrions, moi, le papa d'Océane, ainsi que sa maman, remercier tous nos amis, nos proches, ainsi que toutes les personnes présentes aujourd'hui pour notre petite fille Océane. Merci pour votre soutien. Nous souhaitons de tout cœur que jamais nous n'oublierons notre fille et nous espérons que jamais une chose aussi terrible n'arrivera à aucun autre enfant. C'est un petit sourire. Il va nous manquer ce sourire. Puis sa gentillesse. Dernièrement, j'étais assis sur le fauteuil, là, qu'elle était là le week-end. Là. Elle est venue près de moi. Je t'aime, papy. C'est au même moment, pendant que les habitants de Bellegarde défilent à la mémoire d'Océane, que le jeune homme décide de passer aux aveux. Avant même que les résultats ADN ne soient connus, il raconte. Il raconte que le samedi soir, lorsqu'il a croisé Océane, il s'apprêtait à retrouver Pierre, l'ami chez qui la petite fille allait chercher le jeu vidéo. Il lui propose de la faire monter dans son véhicule, lui disant que lui aussi se rend chez l'ami. Elle va accepter, puisqu'elle le connaît, elle l'a déjà vu. Elle va monter dans la voiture. Il reprend la route en expliquant qu'il a un autre ami à voir avant
ce qui lui permet de justifier le fait qu'il dépasse le domicile de la personne chez qui Océane se rendait. Nicolas aurait donc continué son chemin avec Océane dans la voiture. Ce soir-là, il devait visiblement assister à un match de foot qui a été annulé. Avant de croiser le chemin d'Océane, le jeune homme aurait bu quelques bières dans sa voiture. Il aurait ensuite continué sa route avant de s'engager dans ce chemin bordé d'oliviers. Il va y avoir effectivement des agressions, des attouchements dans la voiture qui vont être réalisés. Des attouchements qualifiés de pénétration digitale par les experts. Pour faire taire la petite fille, Nicolas lui aurait maintenu une main sur la bouche, une main dont on ne sait pas si elle conduit Océane à l'asphyxie totale. Craignant qu'Océane ne le dénonce, il décide de la tuer. Et donc il a pris dans son véhicule un couteau pliant qu'il utilise pour poignarder Océane. Il la poignarde et il la laisse sur place et il s'en va. Le jeune homme frappe donc Océane de 4 coups de couteau avec un opinel que les gendarmes vont retrouver tout près du lieu où la fillette a été tuée. 3 jours plus tard, Nicolas avoue tout à sa femme, puis se rend à la gendarmerie. Devant les gendarmes, Nicolas a donc fini par tout avouer, tout raconter. Le trou noir a disparu. 2 heures après ses aveux, le résultat des analyses ADN tombe. Le jeune homme est bien le violeur et le meurtrier présumé d'Océane. Des aveux, un ADN qui correspond à celui retrouvé sur le corps d'Océane. Les gendarmes sont désormais certains de tenir l'assassin de la petite fille. Mais un nouveau rebondissement surgit le soir même de ces aveux. Vers 21h, alors qu'il est encore en garde à vue à la gendarmerie de Nîmes, Nicolas tente de se suicider. Il essaie de s'étrangler avec son t-shirt, effectivement. Les gendarmes le découvrent au sol, le cou légèrement rougi. Il n'a pas perdu connaissance. Les gendarmes interviennent à temps. Il faut dire que l'épouse de Nicolas les a prévenus. Il ne va pas bien du tout. Son geste lui est insupportable. Nicolas n'est pas un agresseur ni un violeur récidiviste. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, casier judiciaire néant. Il n'a pas non plus de précédent. Il n'y a pas d'affaire le concernant, à l'exception d'une vague bagarre entre 2 personnes qui n'avaient donné lieu d'ailleurs à aucune suite. Le jeune homme n'est donc pas un criminel avéré. C'est un père de famille avec 3 enfants, un fils de 8 ans né d'une première union, un garçon d'1 an et demi et une petite fille de 4 mois avec sa dernière compagne. Professionnellement, il est plutôt instable et accumule les petits boulots. Il travaillait dans des boucheries, qu'il avait travaillé dans des espaces verts, il faisait de l'intérim des missions sur Nîmes. Et le jour, en fait, où il est placé en garde à vue, le lendemain matin, il devait se rendre en entretien d'embauche. Nicolas connaît également des difficultés sur le plan personnel. Il rencontre des problèmes conjugaux. Il y a des éclats de voix très régulièrement et que très régulièrement, Nicolas n'est plus au domicile pendant plusieurs jours. Et d'ailleurs, juste avant qu'il ne réintègre le domicile familial le dimanche matin, le dimanche 6 novembre, donc le jour où on découvre la petite Océane, pendant 6 jours, il va coucher dans sa voiture. Nicolas a aussi des problèmes d'addiction. Il y avait incontestablement, en tout cas, des problèmes qu'il dit lui-même d'alcoolisme, ou en tout cas d'appétence à l'alcool. Malgré ses turpitudes, jamais personne autour de lui n'a décelé de penchant pédophile. Il n'y a jamais rien qui a laissé présager dans son comportement qu'il pouvait avoir une attirance pour les enfants. Hein. Donc pourquoi ? Pourquoi et comment cet homme en est-il arrivé là ? Lui-même ne l'explique pas. Le soir du crime,
Nicolas déclare avoir bu énormément d'alcool. Il serait si ivre qu'il ne se souviendrait de rien. Il présenterait l'alcool comme un facteur pouvant expliquer en partie son geste. Mais plusieurs témoins vont affirmer l'avoir vu sobre ce soir-là. 1 heure à peine après la disparition d'Océane, il aurait même participé aux recherches de la petite fille. Il y a au moins 2 témoignages qui expliquent en fait que eux-mêmes recherchaient, donc des voisins de la petite Océane, hein, qui recherchaient la fillette qui avait disparu, à un moment donné ont interpellé Nicolas en lui demandant mais qu'est-ce que tu fais là ? Et Nicolas leur a répondu mais je fais comme toi, comme vous, je cherche Océane. Il a croisé mon fils, il a croisé les gens qui cherchaient, quoi. Et il était totalement normal et soi-disant qu'il faisait ça, il cherchait lui aussi. Alors que s'est-il passé ? Il n'y a pas d'explication, si ce n'est tout à coup quelque chose qui... une source de pulsion, quoi, mais il n'y a pas d'explication. Cette pulsion a-t-elle pu advenir brutalement en un instant sans qu'aucun signal n'ait existé avant ? Sur son passé, une information va finalement ressortir. Nicolas aurait lui-même été victime d'attouchement à l'âge de 17 ans par un ami de sa famille. Cette agression a-t-elle joué sur son psychisme ? Dans quelle mesure ? Impossible de le savoir pour le moment. Mis en examen pour le viol et le meurtre d'Océane, le jeune homme a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse. Il encourt la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Dans le département de l'Ain, le destin mortel du petit Valentin. Il n'avait que 10 ans. Le garçon aurait en fait croisé les mauvaises personnes au mauvais moment. L'affaire du petit Valentin, c'est l'histoire d'un drame qui a bouleversé la région de Bourg-en-Bresse durant l'été 2008. L'assassinat d'un petit garçon de 10 ans, dont le corps a été retrouvé déchiqueté dans une ruelle de Lagnieu. Valentin a reçu, selon l'autopsie, 44 coups de couteau. Le corps du garçonnet est dans un tel état que les secouristes penseront d'abord qu'il a été attaqué par un animal. Mais l'enquête va montrer qu'il s'agit là de l'acte abominable d'un être humain. Qui est-ce qui peut s'en prendre à Valentin ? Qui c'est qui a pu faire ça à notre fils ? Un crime totalement incompréhensible qui porte la marque d'un couple de marginaux, un homme et une femme, habités par un délire mystique. Un soir 2 juillet 2008. Il est 23h lorsque Stéphane arrive dans cette ruelle à Lagnieu. Il cherche un enfant, un petit garçon qui s'appelle Valentin. Il s'agit du fils d'un ami qui passe quelques jours de vacances chez lui et ses parents. Il fait nuit noire et au fond de cette ruelle, à 100 mètres à peine du centre-ville, il aperçoit l'enfant. Quand on est arrivé, on a trouvé Valentin étendu comme ça, avec la tête ici, les pieds là, et il baignait dans le sang. Et là, on a essayé de le réanimer. En vain. Le t-shirt était couvert de sang, il avait un petit peu de sang sur le visage. Et il avait la tête posée là comme ça. Et derrière la tête, il saignait. Il était recouvert de sang. Il est plus de 23h. À cette heure tardive, Valentin aurait dû être devant la télévision, au premier étage de la maison des Pernaut. Il était censé regarder un dessin animé, donc moi je pensais qu'il était en haut avec ma sœur. Donc j'ai bu un café tranquillement avec mon père. Et en montant, j'ai vu qu'il n'était pas là, donc on m'a dit non, il est à la salle de bain. Et puis je suis descendu et il n'était pas là.
Stéphane pense alors que Valentin est sorti en douce pour faire du vélo dans la rue devant la maison. En compagnie de son frère, il part à sa recherche avec la ferme intention de le réprimander. Valentin était bien sorti en cachette faire du vélo, mais lorsque les Pernaut le trouvent enfin, il gît ici, le corps ensanglanté. Nous, quand on a vu le vélo un peu plus bas et qu'on a vu Valentin ici, on a pensé que c'était fait renverser par une voiture. Sur place, les secours arrivent mais ne peuvent rien pour Valentin. L'enfant est mort. Immédiatement, les médecins urgentistes ont le sentiment qu'il ne s'agit pas d'une collision avec un véhicule. Le corps du garçonnet est déchiqueté. Assez rapidement, les gendarmes pensent qu'il a été agressé par un chien. Parce que le médecin du SAMU qui l'a examiné ce soir-là a découvert de multiples plaies qui pouvaient laisser penser à des morsures de chien. D'abord, on croit tellement le corps de l'enfant a été déchiqueté qu'il a été la victime d'une bête sauvage. L'enfant de 11 ans a été retrouvé mort la nuit dernière à Lagnieu, dans l'Ain. Une autopsie doit déterminer les circonstances de ce décès. Il portait des traces de morsures au cou. Dès le lendemain matin, les gendarmes de Lagnieu se mettent donc sur la piste d'un molosse. Ils cherchent la bête sauvage qui aurait attaqué Valentin la nuit précédente. Donc ce matin-là, Lagnieu est parcouru de gendarmes qui cherchent le propriétaire d'un chien ou un chien errant. On apprend que quarantaine de Rottweilers sont déclarés à Lagnieu. Les gendarmes frappent à toutes les portes et demandent si les gens ont vu un chien, si un chien s'est échappé. Le même jour commence l'autopsie du petit Valentin. Et les conclusions du médecin légiste vont apporter de nouvelles révélations. Sur le corps de l'enfant, il relève un certain nombre de plaies a priori incompatibles avec une attaque de chien. Assez rapidement dans la matinée, le médecin légiste vient examiner le corps. Et conclut à un homicide avec une arme blanche. L'enfant, âgé de seulement 10 ans, aurait donc été assassiné. L'autopsie permet aux enquêteurs d'en savoir un peu plus sur la violence inouïe de cette agression. Le médecin légiste a mis en évidence plus d'une quarantaine de plaies par arme blanche, ainsi qu'une dizaine de plaies faites par arme blanche, mais qui correspondent à des gestes de défense de la part de l'enfant. Ce qui indique que l'enfant vraiment a cherché à se défendre contre son agresseur. Et cette plaie assez profonde au cou, dans l'épaule, au visage. Pour les enquêteurs, l'affaire prend alors un nouveau tournant. On avait mis une quinzaine d'enquêteurs de la section de recherche de Lyon, et là on va monter en puissance. Nous sommes en face d'un homicide. Les gendarmes ne recherchent plus ni une voiture, ni un chien, mais un meurtrier. Un meurtrier qui est peut-être encore là, quelque part. Les enquêteurs veulent éviter que l'assassin du petit Valentin ne fasse d'autres victimes. Les gendarmes retournent donc sur ce qui est devenu une scène de crime. Et en examinant les environs avec attention, ils remarquent immédiatement plusieurs traces de sang, dans la ruelle, mais aussi à proximité de celle-ci. Les gendarmes retrouvent immédiatement l'empreinte d'une main sur une porte. Il s'agirait assez vraisemblablement de la main d'un enfant, donc de la main de Valentin. Ils découvrent également des traces de sang sur des gouttières, sur la vitrine d'une pharmacie. On a l'impression d'une sorte de piste macabre. Des gouttes de sang en plein centre-ville, de l'hémoglobine qui pourrait être celle du meurtrier. À cet instant, c'est l'unique piste dont disposent les enquêteurs. Au début de leur enquête, les gendarmes évidemment ne peuvent se reposer sur aucun témoignage précis
Personne n'a rien vu. Le crime a eu lieu un peu avant minuit, il faisait orage. Donc ils vont se focaliser sur le seul élément probant qu'ils ont, c'est-à-dire l'ADN. Les gendarmes s'intéressent en premier lieu aux dernières personnes qui ont aperçu Valentin en vie le soir du meurtre. Il s'agit de la famille Pernaut, chez qui l'enfant passait la soirée. Les policiers viennent nous voir, ils nous disent de passer à la gendarmerie. Après, ils nous ont fait des prélèvements ADN, ils nous ont tous reçus séparément. Et ils nous interrogeaient, ils nous ont demandé comment on était habillés, qui y avait, comment ça s'était passé. Et puis il y avait un policier qui faisait le tour des 3 salles en fait, où il y avait mon père, moi, mon frère, pour voir si nos témoignages coïncidaient. Les Pernaut sont ainsi auditionnés à plusieurs reprises, avec obligation de rester à disposition des enquêteurs. Leur domicile est également perquisitionné. Dans le même temps, les investigations s'orientent vers l'environnement familial de Valentin. On regarde toujours la famille. C'est une hypothèse que l'on doit examiner. Même si on l'évacue très rapidement, on doit l'examiner. On ne peut pas ne pas examiner toutes les hypothèses. Le deuxième jour, les gendarmes perquisitionnent le domicile des parents de Valentin, les époux Crémeau. Des techniciens d'identification criminelle saisissent les voitures du couple et effectuent des prélèvements dans la maison familiale à la recherche du moindre indice. On savait que Valentin jouait beaucoup sur l'ordinateur, donc on a recherché sur le disque dur s'il n'y avait pas des traces, s'il n'avait pas fait une mauvaise rencontre. On a cherché dans sa chambre pour essayer de trouver si quelquefois il n'aurait pas noté sur un papier le nom de quelqu'un. À ce stade de l'enquête, toutes les pistes sont envisagées. Les gendarmes se lancent alors dans une investigation dans toute la région. On va faire, durant ces 4 jours, sans opération de police technique et scientifique, ce qui veut dire sans PV. On va faire 400 auditions, ce qui est considérable. Dans la petite ville de Lagnieu, personne n'a rien vu ni entendu le soir du crime. Donc tout le monde est potentiellement suspect. On se dit, mais qui c'est qui a pu faire ça à notre enfant? On n'avait pas d'ennemis. On n'a jamais fait de mal à personne. Qui est-ce qui peut s'en prendre à Valentin? Qui c'est qui a pu faire ça à notre fils? Donc il y a des hypothèses qui vous trottent dans la tête. Vous imaginez tout un scénario, vous imaginez des tas de choses, quoi. Même des gens que vous connaissez, vous arrivez même à les soupçonner, quoi. Une véritable psychose s'est installée dans la ville de Lagnieu. Les habitants se regardent entre eux, chacun se dit « mais c'est peut-être mon voisin qui est l'agresseur ». Il n'est pas exclu à ce moment-là que des prélèvements ADN aient lieu sur une partie de la population de Lagnieu. Des prélèvements ADN pour pouvoir les comparer avec les traces de sang retrouvées sur les lieux du crime. Car justement, les premiers résultats d'analyse sont enfin révélés. 2 ADN vont être retrouvés. L'ADN de Valentin mélangé avec l'ADN d'un inconnu, qui serait son agresseur présumé. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de personne clairement identifiée comme pouvant être le porteur de cette empreinte génétique. Le meurtrier a donc laissé derrière lui son sang. L'analyse de son ADN permet donc de disculper la famille de Valentin ainsi que les proches qui ont passé la soirée du 28 juillet avec l'enfant. En revanche, impossible de mettre un visage sur cet ADN qui n'est pas recensé au fichier national des empreintes génétiques. L'enquête va connaître un rebondissement. Cette fois, ce n'est pas la science, mais un simple témoignage qui va tout faire basculer. Après 4 jours d'enquête, les gendarmes disposent donc de l'identité génétique du tueur. Mais aucune direction vers laquelle partir à sa recherche. L'investigation s'accélère pourtant subitement avec l'apparition d'un témoin clé. Nous allons voir une gendarme de la brigade de Lagnieu qui va se souvenir avoir contrôlé un couple de pèlerins. Une femme assise par terre avec des sacs plastiques et un homme à l'air bizarre et
Des vols à la roulotte avaient eu lieu sur le secteur, donc les gendarmes vont contrôler ce couple un petit peu curieux, qui ressemble un peu à des SDF. Ils relèvent les identités de ces deux routards, Stéphane Moitoiré et Noël Ego. Pour la première fois dans cette enquête, 2 identités de suspects extérieurs à l'environnement de Valentin apparaissent. Et c'est un second témoignage qui mentionne lui aussi ce couple de marginaux qui va inciter les gendarmes à approfondir cette piste. Les gendarmes vont recouper le premier témoignage de la gendarme de la brigade de Lagnieu avec le témoignage précieux d'un automobiliste qui les a pris en stop et qui les a amenés dans le village de Saint-Sorlin. Et cet automobiliste avait également été frappé par le langage mystique, ésotérique de ces pèlerins qui disaient qu'ils venaient d'Australie, qu'ils allaient faire le bien dans le monde, qu'ils étaient en mission divine. Sur les indications de cet automobiliste, les gendarmes vont arriver à Saint-Sorlin-en-Bugey, un petit village de vieille pierre situé à 3 km de Lagnieu. Une bourgade d'à peine 1000 habitants, où les policiers tombent rapidement sur Germaine. Cette soirée du 28 juillet 2008, elle se souvient effectivement avoir croisé le couple de routards. 2 pèlerins qui cherchaient un endroit pour dormir, un peu de nourriture et de l'eau en abondance. J'ai dit, s'il veut tendre de l'eau, c'est qu'il veut se laver, moi je dis, parce que... Mais vous l'approchiez comme ça, ça sentait mauvais. Il était sale, vraiment sale. Le couple va passer la nuit dans cette salle, à même le sol, et va quitter le village le lendemain matin, dès 8h30, sans demander son reste. Montez voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans la salle, vous voyez quand même. Alors, il y avait donc des bougies sur des chaises. Je me demandais bien ce qu'ils avaient pu faire avec ces bougies. Je dis, ça doit en être qui sont un peu illuminés, qui... Et puis voilà, puis je suis repartie. A priori, rien d'inquiétant. Mais lorsque les gendarmes vont investir les lieux, ils vont rapidement tomber sur un indice capital. Ils sont venus là avec tous leurs appareils, vous savez, des trucs. Donc il m'a dit, madame, on a vu des choses que vous n'avez pas vues, il y a du sang. Mais moi, je n'avais rien vu. Quelques gouttes de sang sur la poignée de la porte, ainsi que sur le sol de la salle paroissiale. Et à partir de là, on décide de faire analyser au plus vite cette tache de sang. Le procureur va demander une analyse en urgence. Et 12 heures plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, le laboratoire de Nantes avise les enquêteurs du résultat. On nous dit la trace trouvée à la paroisse de Saint-Sorlin-d'Arves match avec la trace trouvée sur la scène d'infraction et match avec la trace qui jalonne 900 mètres de rue à Lagnieu. Donc, on a le coupable. À partir de là, le couple de routards contrôlé à Léman quelques jours plus tôt par la gendarmerie est activement recherché. J'ai lancé un mandat de recherche national pour essayer de retrouver ces 2 personnes, et notamment l'homme qui nous apparaît bien évidemment comme le suspect dans cette affaire. Le procureur livre alors à la presse 2 portraits robots réalisés à partir des cartes d'identité des 2 routards. 2 portraits actualisés d'après les témoignages de ceux qui ont croisé la route du couple. 2 dessins avec un descriptif très précis des vagabonds. Lui mesure 1,70 m, il est de type européen avec les cheveux bruns. Elle est blonde, elle mesure 1,60 m et elle est accompagnée d'un chat noir tenu en laisse. Cette personne répond au nom de Moitoiré Stéphane, né le 22 juin 1969. Et sa compagne répond au nom de Ego, avec un H, Ego Noëlla, né en 1959. Grâce à la description précise dont il dispose, les enquêteurs espèrent retrouver rapidement la trace des 2 suspects. Stéphane Moitoiré et Noëlla Ego deviennent alors les 2 routards les plus recherchés de France.
les télévisions et les journaux diffusent largement les portraits robots de Stéphane Moitoiré et Noëlla Ego. Et ce couple étrange, à mi-chemin entre vagabond et pèlerin investi d'une mission divine, ne va pas longtemps passer inaperçu. Moitoiré et Ego étaient en train de marcher sur une route d'Ardèche avec leurs dizaines de sacs plastiques, avec leur chat Poupouf en laisse. C'est un habitant de Le Chélard qui regarde les informations à 13h le midi et qui voit passer sous sa fenêtre vers 14h, voit passer le couple qui est recherché. Et c'est une simple patrouille de gendarmerie ardéchoise qui arrête les deux routards au Chélard. Moitoiré et Ego avaient donc tranquillement repris leur route avec leur chat. Ils sont immédiatement transférés à la gendarmerie de Bourg-en-Bresse où les auditions vont commencer. À cet instant, les gendarmes découvrent un homme au discours décousu qui leur parle de sa mission divine. Dans les premières auditions des gendarmes, les gendarmes cherchent à pénétrer un peu l'univers de ce personnage un petit peu énigmatique. Donc ils tournent un peu autour du pot, ils posent des questions sur sa mission divine, mais ils ne posent pas de questions franches sur le meurtre de Valentin. Mais bizarrement, Moitoiré ne cherche pas non plus à savoir pourquoi il est en garde à vue. Et ça, c'est quand même quelque chose qui intrigue. Durant les 48 heures de sa garde à vue, Stéphane Moitoiré est entendu à 7 reprises. Il semble ne pas avoir conscience de la réalité qui l'entoure. Le monde dans lequel il vit est peuplé de diables, de rois et de clones. Et même lorsque les gendarmes le mettent face aux évidences, face à son ADN retrouvé sur le corps de Valentin, Stéphane Moitoiré reste emmuré dans son délire. Il nous dit que c'est pas lui, qu'il n'était pas là, qu'il est resté dans le même lieu où il était hébergé avec Noëlla Ego. Donc au fond, on va faire simple, il nie les faits. Quand on lui dit « mais vous savez, vous l'avez entendu, votre ADN a été retrouvé », il dit « oui, mais ils ont monté un complot contre moi, c'est ce fameux Belbar, ce diable qui effectivement a fait en sorte que je sois accusé. » À un autre moment, il dit « c'est peut-être un de mes clones qui a fait le coup ». Alors qu'il divague, dans la pièce d'à côté, sa compagne, Noëlla Ego, est beaucoup plus loquace. Elle raconte précisément le soir du crime. Ce 28 juillet, dans la soirée, Stéphane se serait absenté de la salle paroissiale. Elle décrit un Stéphane Moitoiré qui rentre à l'endroit où ils étaient hébergés, qui est plein de sang. Et que là, il lui aurait dit, j'ai fait un retour en arrière et j'ai tué un enfant. Voilà. Bon, alors après, lui, il lui aurait dit, il faut qu'on s'en aille. Elle aurait dit, écoute, on va dormir tranquille, on verra bien demain, etc. Bon, c'est étonnant. Ce soir-là, d'après Noëlla, Stéphane se serait lavé les mains avant de se coucher à ses côtés, comme s'il ne s'était rien passé. Un étrange couple sur lequel les enquêteurs vont chercher à en savoir plus. Au fil de leurs investigations, ils découvrent un duo qui s'est formé dans les années 80 à Orliac. On a affaire à un homme et une femme qui se rencontrent dans un bar. Allez savoir pourquoi l'un et l'autre, comme des wagons, s'accrochent. Et à partir de ce moment-là, pendant 20 ans, ils ne vont plus se quitter. Durant ces 20 années, Stéphane Moitoiré et Noëlla Ego déambulent sur les routes de France. Ils vivent de l'aumône, de la mendicité, sans destination et dans le monde fictif qu'ils se sont créés. Alors, ils font des missions divines, c'est pas très bien. Bon, alors, elle, c'est la majesté, c'est une reine ou même une réincarnation de Dieu. Elle est en réalité la puissance divine, voilà. Donc, c'est la majesté, lui, c'est le secrétaire. Ils se veulent, si vous voulez, des pèlerins dont la marche est cosmique. Ce sont des missions de paix, ce sont des contrats qu'ils devraient signer avec tout un tas de puissances nationales et internationales. Bon, évidemment, tout ça relève évidemment de la fantasmagorie. Un duo
qui oscille constamment entre fiction et monde réel. Alors ils ont un pied dans la folie et un pied dans la réalité. C'est ce qui va rendre toute la perception du crime difficile. Au terme de ces auditions, Stéphane Moitoiré n'a avoué aucun meurtre. Il reste muré dans son univers. 3 ans et demi après les faits, la question se pose toujours: dans quel état de conscience était-il ce soir de juillet 2008 où il a massacré le petit Valentin de 44 coups de couteau? Stéphane Moitoiré est-il totalement fou? Est-il apte à être jugé? Sa place est-elle dans une prison ou dans un hôpital psychiatrique? C'est tout l'enjeu du procès qui s'ouvre à Bourg-en-Bresse. Et durant les 15 jours de la session d'assises, jamais les experts psychiatres n'arriveront à se mettre d'accord. J'ai dit avec humilité qu'on ne pouvait pas trancher formellement, tout simplement parce que le sujet ne reconnaît pas les faits et ne nous laisse pas entrer dans sa tête au moment où il commet l'acte, ce qui empêche les psychiatres de trancher de façon formelle sur son irresponsabilité pénale. Une seule certitude pour les psychiatres qui ont examiné Stéphane Moitoiré: il y a bien en cet homme une part de folie, un délire qui donne lieu à de multiples interprétations. L'immense majorité des experts, on va dire tout, à qui on a posé la question: est-ce que c'est un simulateur au fond? Est-ce qu'il simule? Et là, ils ont été quasiment tous unanimes: non, c'est pas un simulateur. Donc c'est pas quelqu'un qui a une capacité intellectuelle propre à pouvoir justement simuler, inventer. Cela étant dit, qu'on ne se méprenne pas, on n'a pas affaire à un fou. On a affaire à un personnage qui est dans la marginalité et qui en joue. Et qui va en jouer, à mon avis, avec beaucoup d'habileté, jusqu'à tromper certains experts psychiatres. Toute la question est donc de savoir dans quel état psychique Stéphane Moitoiré était le soir du meurtre. Était-il conscient de son geste ou totalement déconnecté de la réalité? Ce qui nous intéresse, nous, à la place qui est la nôtre et à la défense, c'est de considérer, non pas que Moitoiré n'est pas coupable des faits, jamais il a été dans une intention de plaider un acquittement. C'est de dire qu'on ne juge pas les fous dans les cours d'assises en France et que Moitoiré est quelqu'un d'irresponsable sur le plan pénal. Voilà. Durant les 2 semaines de procès, les experts et la défense vont se déchirer sur le cas de Stéphane Moitoiré et sur l'implication de Noëlla Ego dans le meurtre de Valentin. Après délibération des jurés, Noëlla Ego est condamnée à 18 ans pour complicité d'assassinat, une sanction dont elle a fait appel. Stéphane Moitoiré, lui, est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Le jury a décidé que Stéphane Moitoiré, au moment où il saccageait le corps d'un enfant qui faisait du vélo, il était parfaitement conscient, même si son discernement était altéré, il avait suffisamment de conscience pour ne pas être un virus, un robot, mais pour être encore un être humain. Le sentiment que nous avons ce soir, c'est qu'on a jugé le crime, mais que l'on n'a pas jugé le criminel. L'émotion qui était considérable dans cette affaire a absolument tout balayé sur son passage. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne répare pas une injustice par une autre injustice. Stéphane Moitoiré n'a jamais reconnu son crime. Personne ne saura donc exactement pourquoi le petit garçon a été assassiné. Valentin avait 10 ans et demi. Dans le Doubs, le meurtre énigmatique d'un adolescent. Un suspect très vite arrêté. Il ne cessera de nier puis de changer de version. Enquête puis procès. Les familles parviendront-elles à comprendre l'enchaînement de ce meurtre?
C'est un meurtre d'adolescent qui demeure encore aujourd'hui une énigme. Maxime, 14 ans, dont le corps en partie calciné a été retrouvé le 11 janvier 2012 dans un bois d'Étouvent, un village du Doubs. Qui pouvait bien en vouloir à Maxime pour lui infliger une mort aussi violente? Je ne me rappelle pas avoir connu Maxime comme un enfant bagarreur, loin de là. Très vite, un suspect est arrêté puis emprisonné. Il a 17 ans, mais l'adolescent nie les faits. On ne connaît pas le mobile, on ne connaît pas le scénario, on ne sait pas s'il y a des complices. Alors, que s'est-il réellement passé ce soir-là dans les bois? Qui a tué Maxime? Pour quelle raison? A-t-il été victime d'un guet-apens? Autant de questions auxquelles les enquêteurs tentent de répondre aujourd'hui. Il fait déjà nuit lorsque Rémi Roussel rentre tranquillement chez lui dans sa maison d'Étouvent, ce soir du 10 janvier 2012. Sa femme Isabelle est en déplacement professionnel. Il pense retrouver pour le dîner ses 2 enfants, Maxime, 14 ans, et sa fille Pauline, 11 ans. Mais une fois arrivé chez lui, Rémi ne trouve que sa fille. C'est pas du tout dans les habitudes de Maxime de sortir. Il n'a pas l'autorisation de sortir en semaine. Il doit, pour le week-end, demander l'autorisation. Donc il est très surpris, lui, de ne pas le voir. Le papa demande alors à sa fille où se trouve son frère. Mais Pauline est incapable de lui fournir des explications précises. Elle répond juste que Maxime est parti à moto pour rejoindre un copain. Vers 18h45, il reçoit un appel ou un SMS. Il dit à sa petite sœur « Je vais bricoler chez un copain ». Et il part, il enfourche sa moto. Il a quitté la maison familiale à Étouvent avec sa moto en direction du bois des Charmes, et sans expliquer le pourquoi de son départ. Même si Rémi sait que Maxime ne se lasse pas d'arpenter les rues et les différents bois qui se trouvent aux abords du village, il a toujours respecté les horaires qu'on lui a fixés. Et il est toujours rentré à la maison après ses longues balades avec ses copains. Le gamin n'a jamais découché. Bon, à cet âge-là, c'est tout à fait normal. Mais il rentrait quand il devait aller voir un copain. À 19h, il était à la maison. Et les heures passent, et ne le voyant toujours pas rentrer, le père va partir à la recherche de Maxime. Rémi Roussel fait donc le tour de tous les endroits où son fils a l'habitude d'aller. Mais ses recherches ne donnent rien. Lorsqu'il revient chez lui, il est presque 23h et toujours pas de nouvelles de Maxime. Il pense à un accident en moto. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce à quoi il pense. L'heure à laquelle Maxime est parti, donc peut-être 18h, 19h, grand maximum. Il fait déjà nuit, hein. On est en hiver, il fait en plus froid. Le père est de plus en plus inquiet. Pour lui, pas de doute, quelque chose de grave est arrivé à son fils. Il prévient son épouse et appelle la gendarmerie. Et les gendarmes ont pris cette alerte très très au sérieux dès les premiers instants, donc dès la soirée du mardi soir. 3 unités complètes se déplacent dans un premier temps au domicile des Roussel. Ils veulent en savoir un peu plus sur le garçon. Maxime avait fait ses devoirs pour le lendemain ou le surlendemain au collège de Vougeaucourt. Donc tout indique a priori qu'il comptait rentrer. Rien dans son comportement, pas de malaise, pas de mal-être, a priori ne laissait supposer l'éventualité d'une fugue. Ils font alors le tour du voisinage et interrogent les amis de Maxime pour connaître son emploi du temps de la soirée. Mais personne ne sait où il est. Ce village du Doubs qui compte 700 habitants, on en fait vite le tour, notamment les lieux que Maxime avait, avec ses amis, l'habitude de fréquenter. Les gendarmes, toute la nuit, vont essayer de découvrir où est Maxime. On ne retrouve pas Maxime. Les copains de Maxime sont contactés et eux non plus n'ont aucune nouvelle. Les heures passent, le froid et le brouillard commencent à rendre le travail des enquêteurs de plus en plus difficile. Ils décident donc d'interrompre leurs recherches pour la nuit. Une nuit interminable pour les parents de Maxime qui attendent angoissés le retour de leur fils.
Le mercredi 11 janvier 2012 au matin, il est environ 8h30 lorsque les habitants d'Étouvent aperçoivent sur le bord de la route quelque chose d'inhabituel. Tôt dans la matinée, des afouagistes coupent du bois sur les hauteurs du village, dans le bois des Charmes, le bois dit des Charmes. Et là, près d'un chemin forestier, près d'un amas de bois, ils vont découvrir un corps en partie calciné. Il y avait évidemment l'autre moitié du corps qui était intacte. En tout cas, on voyait très clairement que c'était un corps humain avec de la chair. Et, donc oui, c'est quelque chose qui surprend. Ils se sont tout de suite rendus compte évidemment que c'était pas normal. Et leur premier réflexe a été d'aller prévenir la mairie. Anne-Marie Aduc, le maire du village, est à ce moment-là dans son bureau lorsqu'elle reçoit une visite imprévue. C'est un employé communal qui est venu chez moi m'avertir qu'on avait retrouvé à la sortie du village un corps sans vie. Donc j'ai prévenu aussitôt la gendarmerie et je me suis rendue sur les lieux en attendant les gendarmes. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, leur première constatation est terrible. Très vite, Maxime est identifié. Il est identifié notamment grâce à ses vêtements, parce qu'il y a des vêtements qui n'ont pas brûlé et qui correspondent à ceux que Maxime portait la veille. Les parents de Maxime, prévenus par les gendarmes, sont sous le choc. Qui a pu s'en prendre à leur fils et pour quelles raisons? D'importants moyens sont alors déployés. Il y a 30 gendarmes de la brigade de recherche de Montbéliard, de la section de recherche de Besançon. Il y a des techniciens en identification criminelle qui vont pendant plusieurs heures travailler autour du corps, essayer de récolter des indices. Les enquêteurs explorent donc toutes les pistes, mais un indice de taille manque sur la scène du crime et laisse les gendarmes perplexes. La moto avec laquelle il avait quitté le domicile familial n'a pas été retrouvée à côté de lui. Alors, question, est-ce que son ou ses agresseurs se sont emparés de la moto et sont partis avec? Est-ce que la moto a été cachée non loin de là, sous des branches, en forêt? Aucune trace de la moto. Les enquêteurs continuent sans relâche leurs investigations. Une fois de plus, ils veulent réentendre les amis de Maxime, connaître son emploi du temps de la veille, les personnes qu'il avait prévu de voir. Ils épluchent ses derniers appels téléphoniques. Et là, il apparaît que Maxime, vers 18h, 18h30, a été en contact avec un adolescent de 17 ans. Cela correspond exactement aux déclarations de Pauline avant la disparition de son frère. A priori, c'est ce jeune homme qui aurait contacté Maxime ce soir-là pour lui donner rendez-vous. Il semblerait que ce soit une connaissance lointaine. C'était quelqu'un qui avait fait un stage d'ouvrier agricole sur la commune d'Étouvent et qui, à cette occasion-là, a pu croiser Maxime et entretenir une relation relativement lointaine, sans doute basée sur la moto, puisqu'il avait rendez-vous avec lui pour bricoler la moto le soir du meurtre. Le jeune homme serait donc l'une des dernières personnes à avoir vu Maxime. Pour en savoir un peu plus, les enquêteurs vont le placer en garde à vue pour l'interroger. Ils veulent notamment connaître les raisons de son appel et le lien entre les deux adolescents. Malgré de nombreuses heures passées en garde à vue, le jeune homme ne lâche rien. Les enquêteurs se heurtent à un mur. Non seulement il ne fait pas d'aveu, mais en plus il change plusieurs fois de version. Il donne jamais la même. À chaque audition, il y a une version différente. Dubitatifs, les enquêteurs se penchent alors sur le passé du jeune homme. Ils découvrent qu'il a déjà été arrêté à plusieurs reprises pour vol de voiture, conduite sans permis ou encore pour des outrages à agents. C'est un garçon qui est connu des services de gendarmerie pour des menus larcins, pas pour des faits de violence en tout cas. Ces petits larcins ne constituent donc pas pour les enquêteurs des indices probants pour faire de lui un meurtrier présumé. Tous les gamins qui ont été au lycée avec vont être entendus. Ils vont dire de lui que c'est un garçon très posé, très calme, sans histoire.
Voyant dans un premier temps qu'ils ne peuvent toujours rien soutirer du jeune homme, les enquêteurs poursuivent leur enquête. Et ils vont trouver un élément fondamental pour faire sortir l'adolescent de son silence. L'enquête va faire un bond en avant parce que le jeudi, on retrouve la moto de Maxime au domicile de ce suspect, de ce jeune homme de 17 ans. Cette preuve matérielle est accablante pour l'adolescent. Il devient le suspect numéro 1. Mais le jeune homme a 3 ans de plus que Maxime. Les enquêteurs se demandent quels pourraient être les liens entre les deux garçons. Le papa me disait, oui, c'est quelqu'un que je connais, qui n'est pas un ami de mon fils, c'est une connaissance. Il est déjà venu bricoler dans le sous-sol de la maison. Bricoler quoi? Bricoler là où les motos. Maxime et l'autre adolescent ne seraient donc pas des amis intimes, mais de simples connaissances. Alors, que s'est-il passé? Dans le village, des rumeurs se propagent. Il faut tordre le cou à toutes les rumeurs qu'on a pu entendre dans ce dossier parfois, puisque on a indiqué notamment que Maxime pouvait faire partie d'un trafic de stupéfiants. Non, il s'agit d'un gamin de 14 ans qui avait une vie tout à fait normale. Je ne me rappelle pas avoir connu Maxime comme un enfant bagarreur, loin de là. Un garçon sans problème. La thèse du trafic de stupéfiants est très vite écartée. Les enquêteurs se demandent alors ce qui aurait pu motiver ce crime. La moto peut-être. Maxime avait une belle moto de cross que le papa avait achetée d'occasion, 1 600 €, neuve, elle en vaut 3 000. Donc on peut comprendre que cette moto ait attiré la convoitise. En revanche, on ne peut pas comprendre qu'on tue pour une moto. C'est absolument effrayant de penser que ce qu'aurait, pu constituer un vol de moto puisse avoir les conséquences que connaissent aujourd'hui la famille de Maxime. Pour les gendarmes, l'engin pourrait constituer le mobile du crime. Le jeune homme doit maintenant, d'une manière ou d'une autre, se justifier. Et il va finir par passer aux aveux dans la soirée, du moins en partie. Ce mineur de 17 ans reconnaît avoir été présent à Étouvent le mardi soir et avoir assisté à la mort de Maxime Roussel sans pour autant être à l'origine de celle-ci des coups qui ont entraîné la mort. Une mort violente selon les résultats de l'autopsie révélés le lendemain après-midi, le vendredi 13 janvier 2012, par le procureur de la République. Maxime a été tué par arme blanche de plusieurs coups, dont un fatal à la carotide. La mort a été rapide et il est mort avant d'avoir été calciné. Alors que disait l'autopsie? C'est qu'il y a eu effectivement bagarre, il y a eu des violences, puisque Maxime s'est rebellé, il y a des traces donc de résistance de sa part. Il a été frappé de plusieurs coups d'une arme blanche, qui n'est pas forcément un couteau, ça peut être effectivement aussi un outil. Pour le juge d'instruction, Sophie Bagdasaryan, qui est en charge du dossier, l'implication du jeune homme est évidente. Le juge d'instruction met actuellement en examen ce jeune pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation. Préméditation, ça veut dire que celui qui est victime de l'homicide est tombé dans une sorte de piège. L'enquête doit déterminer si effectivement il y a eu préméditation. De ce qu'on sait des éléments qui peuvent être retenus contre lui, il y a quoi? Il y a le fait qu'on a retrouvé la moto de la victime à son domicile, le fait qu'il était le dernier à avoir eu une conversation téléphonique avec lui, et enfin qu'il reconnaisse sa présence sur les lieux, même s'il nie tout coup porté. Face aux accusations portées contre lui, le suspect tente tout pour se disculper. Selon lui, il n'était pas seul ce soir-là. Mais alors, qui était avec lui? Serait-il tombé dans un guet-apens? L'interrogatoire prend alors une autre tournure. Le soir du meurtre de Maxime, le suspect n'aurait donc pas été seul. Il aurait été avec un deuxième homme.
Il y avait une demi-douzaine de personnes qui avaient été entendues, mais 2 personnes placées en garde à vue, donc le garçon de 17 ans et un jeune majeur qui avait été placé en garde à vue vendredi matin. Les enquêteurs interrogent alors ce second suspect sur ce fameux soir où Maxime a disparu et sur les éventuelles connexions qu'il pourrait avoir avec lui. On peut penser donc qu'il y a eu un certain nombre de vérifications qui ont été entreprises lors de la garde à vue de ce jeune homme que les parents, que le papa de Maxime a dit, lui, pour le coup, ne pas connaître, contrairement au premier mis en cause. Mais très rapidement, la piste de ce second suspect est abandonnée. Ce soi-disant complice, le samedi après-midi, il est remis en liberté. Il n'y a aucune charge qui peut être retenue contre lui parce qu'il n'a pas eu de conversation téléphonique avec Maxime et aussi parce qu'il présenterait un alibi le soir du meurtre, le soir de l'assassinat. Rien de sérieux donc contre lui. En revanche, le premier suspect continue d'intriguer par son attitude. Interrogé par la juge d'instruction dans la soirée, il préfère se taire. Depuis sa mise en accusation, les gendarmes ont du mal à trouver de nouveaux indices. Il leur manque toujours des preuves majeures, comme l'arme du crime ou encore le téléphone portable de Maxime. Pour cela, la juge d'instruction va déployer les grands moyens. Des militaires sont appelés en renfort. C'est des spécialistes en déminage. Ils vont sur le terrain, retourner dans le bois des Charmes, là où on a découvert le corps, ratisser le secteur pendant des heures à l'aide de matériel ultra sophistiqué. Malgré ce déploiement conséquent, toujours rien. Les enquêteurs vont aussi s'intéresser aux déplacements du ou des assassins. Le mardi, une semaine après la découverte du corps, on va sonder tous les 200 automobilistes en 1 heure, de 19 à 20 heures. Comment il est arrivé, le jeune mis en cause de 17 ans, comment il est reparti, est-ce qu'il avait des complices, des voitures, etc. Donc un appel à témoins a été lancé. Malheureusement, peu de réponses. Les informations sont évasives, les enquêteurs dans l'impasse. Il reste beaucoup de zones d'ombre. On n'a pas retrouvé l'arme du crime, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas le mobile, on ne connaît pas le scénario, on ne sait pas s'il y a des complices. S'il a des complices, pourquoi il se tait ? C'est une affaire complexe, c'est une affaire qui mérite aujourd'hui que des investigations soient encore poussées pour apporter des réponses que nous n'avons pas. Est-ce que le mis en examen était seul ou il n'était pas seul ? Et s'il était seul, comment a-t-il fait ? S'il n'était pas seul, qui a participé ? Beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Les gendarmes, aujourd'hui en effectif plus réduit, sont toujours mobilisés et poursuivent les recherches, car pour l'instant, ils n'ont toujours aucun aveu du jeune homme actuellement incarcéré. On n'est qu'au début de l'instruction. Il faut bien rappeler qu'il a été mis en examen pour assassinat, mais il est présumé innocent. C'est tout. Pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est lui ou l'assassin de Maxime. En attendant de connaître la vérité, les habitants d'Étouvent, encore très émus par ce qui s'est passé dans leur petit village, multiplient les hommages. Le plus révélateur dans l'histoire, c'était cette marche blanche qui est organisée le samedi, donc 5 jours après l'annonce de ce drame, dans les rues d'Étouvent. Il y avait plus d'un millier de personnes. Un cortège qui s'étirait sur peut-être pas loin d'1 kilomètre. Ce qui m'a impressionné le jour de la marche blanche, c'est qu'il n'y avait pour le coup pas un bruit. Des sites internet ont été créés, plus de 7500 messages ont déjà été déposés. Une pétition a été remise au maire du village pour faire aménager une plaque commémorative en la mémoire de Maxime. Une façon pour eux de faire preuve de solidarité avec les parents de la victime en attendant un jour peut-être la tenue d'un éventuel procès.